Des gorges vertigineuses qui entaillent les montagnes, des ambiances de bout du monde, la Haute-Soule offre quelques-uns des plus beaux panoramas des Pyrénées-Atlantiques. Mais il y a des merveilles qui ne s'offrent pas au premier regard, celles qui se trouvent sous nos pieds, dans les abîmes, les gouffres. Aujourd'hui, je vous propose une expédition spéléologique pour découvrir des joyaux comme l'Averna, la plus grande salle souterraine ouverte au public au monde. Voici Cap Sud-Ouest, la spéléologie pour passion. Situé aux confins du Pays Basque et du Béarn, le massif de la Pierre Saint-Martin est réputé pour abriter l'un des réseaux souterrains les plus importants en Europe. Ce monde, totalement invisible depuis la surface, est généralement réservé aux pratiquants confirmés. Mais depuis 2010, le grand public peut enfin vivre l'aventure, marcher sur les traces des pionniers, des découvreurs de ce réseau. Jean-François Godard, l'un des spéléologues les plus réputés en France, est aujourd'hui notre guide. Destination l'Averna, un mythe pour les amateurs d'exploration souterraine. Qu'est-ce qu'on entend là, ce bruit? Ça ressemble à une rivière, c'est ça? Ah, mais la rivière, elle est loin d'ici encore. Là, c'est le vent. Le vent? Il faut savoir que dans une grotte, la température, elle est constante. Ici, 5 degrés. Et dehors, il fait plus froid. Donc l'air est aspirant aujourd'hui. Voilà. L'été, c'est l'inverse. Donc c'est le vent. Le frottement du vent sur la porte. On a combien de temps de marche là? Bon, environ 10 minutes. Oui, parce que là, on profite d'un tunnel qui, lui, n'est pas naturel, celui-ci. Là, c'est complètement artificiel. Voilà, ça a été creusé par EDF. Pendant 4 ans, ils ont mis pour creuser ce tunnel. Et la chance qu'on a eue pour justement permettre au grand public de venir voir la salle d'Averna, et même aux spéléologues d'ailleurs, c'est que ça a été réhabilité dans les années 2007 par une autre société hydroélectrique du Midi pour faire de l'hydroélectricité, pour capter l'eau de la rivière et pour l'envoyer dans une turbine qui est en contrebas. Quelle est la longueur là de ce tunnel? Parce que, là, 660 mètres de tunnel. Ça met dans une ambiance, hein. Je ne sais pas où on va, mais c'est ça qui est bien. On sent qu'on est sous terre, quoi. C'est assez surprenant quand on ouvre la porte, le courant d'air, le tunnel, tout le monde se dit, oula, mais on va où là? Bon, Eric, tu y es. Alors je sens bien qu'on a changé d'environnement, d'espace, mais moi je vois rien là encore. Ah, mais souvent, la vue c'est une chose, mais Louis, qu'est-ce que tu entends? Alors là c'est pas le vent, c'est une rivière, c'est ça? C'est la rivière de la Pierre Saint-Martin. Et si on fait... Oh! On ressent beaucoup plus le volume de la salle, sans la voir. Vas-y. Oh! Petit à petit, grâce aux lumières, la salle se révèle. C'est des dimensions mais absolument phénoménales. Ouais, c'est vrai qu'au départ on a quand même du mal. Hein. Il y a quand même 193 mètres d'eau, 250 mètres de diamètre. Hein. Ça fait 3,6 millions de mètres cubes d'air. Notre-Dame de Paris, c'est 360 000 mètres cubes. Donc ici, en théorie, on peut en mettre 10. Ça a été la plus grande salle au monde découverte en 1953, quand les premiers spéléologues sont arrivés dans cette salle, ont débouché dans cette salle. Aujourd'hui, c'est en Chine qu'il y a le plus grand volume souterrain au monde.
mais elle reste quand même quelque chose d'atypique, de singulier. Il y a quelque chose d'assez déstabilisant. Je ne sais pas exactement où je suis, à part que je comprends que je suis à l'intérieur de la montagne. On est dessous. On n'a aucun repère visuel par rapport au soleil. Et donc les spélos, quand ils font de l'exploration, qu'est-ce qu'ils font? De la topographie. Ils réalisent un plan de la grotte. Alors j'en ai amené un parce que je me doutais que tu allais te poser cette question. Et ça permet en fait de se rendre compte un peu de la dimension de la salle de la Verna par rapport au système de la pierre Saint-Martin. C'est-à-dire là, on est arrivé par le tunnel, Voilà, on a traversé la ouais, tout à fait, montagne. voilà. Si on remonte cette rivière, hop, on va arriver jusqu'à l'aplomb du gouffre de la pierre Saint-Martin, qui a été découvert donc en 51 par l'équipe de Cousins, Aruntaziev, Norbert Casteret, l'Épineux évidemment, qui a découvert l'entrée. Voilà. Donc entre la base du gouffre et la salle de la Verna où nous sommes, il y a 3,5 km. Quand ils sont arrivés dans la salle par la galerie amont, ils ont vu ce noir, ce vide. Et pendant un court instant, ils se sont dit, mais super génial, on a traversé la montagne et on débouche en falaise des gorges des Caqueta. Ah, c'est-à-dire qu'ils sont creux dehors. Ah, ben complètement, voilà. Et il y en avait un, il avait une montre, il a regardé sa montre, il était 18h30 d'un 13 août. Donc ça ne pouvait pas marcher. Et ils ont découvert la Verna comme ça, voilà. Tu m'emmènes où là exactement? Ah ben là, on suit un peu les traces des pionniers. Eh oui. On va sur le rocher à droite. Ouais, on va se mettre là. Fais attention, c'est pentu quand même. Explique-moi, ces deux bonhommes qu'on voit là-haut, là, dans ce qui ressemble à une cavité, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est une galerie, ça s'appelle la galerie Aranzadi. Et cette galerie Aranzadi, ça a permis en 61 de gravir la paroi en face et d'atteindre la galerie pour atteindre le plus profond du gouffre de la pierre Saint-Martin. C'est-à-dire pour aller au plus profond de ce gouffre, eh bien, il faut remonter la paroi en face, continuer cette galerie et après redescendre par une série de verticales, de puits, pour atteindre le terminus du gouffre de la pierre Saint-Martin. Ces deux personnages que vous avez mis là-bas, de taille humaine, ça permet justement un peu de prendre la dimension, parce que c'est très compliqué de se rendre compte de cette immensité. Ben, c'est un peu la démesure ici. Et donc, si on n'a pas un modèle ou des repères, voilà. Parce qu'en fait, la galerie, elle fait quand même 30 mètres de large et 20 mètres de haut. Et là, on est en fait dans une roche qui a juste 380 millions d'années. Ah ouais. On marche sur la première chaîne des Pyrénées. Je pense que tu dois être un des seuls qui a pu marcher sur la première chaîne des Pyrénées. La chaîne hercynienne s'appelait. Donc, allez, on va continuer la ben, je te suis. Voilà. Le monde souterrain est d'une telle richesse que l'on peut s'émerveiller aussi bien de l'incroyablement grand que de l'incroyablement petit. Pour mieux le comprendre, nous prenons la direction des Hautes-Pyrénées. Le village d'Esparros abrite une cavité réputée pour un type de concrétion extrêmement rare. C'est un grand spéléologue de la région, découvreur de la source de la Garonne, Norbert Casteret, qui explora pour la première fois la grotte en 1938. Aujourd'hui, 600 mètres de galeries sont ouvertes au public, mais les joyaux les plus fragiles sont protégés, comme dans un coffre-fort. On arrive à la grille qui protège la partie classée. Voilà, la porte du paradis est ouverte. Quel programme? Voilà ces aragonites que l'on protège dans cette galerie. Alors c'est une forme, pour moi, totalement inédite. J'ai jamais vu ça sous terre. Normalement, l'aragonite ne se développe pas sous terre. C'est un minéral de dépôt des eaux chaudes lié à l'hydrothermalisme. Et exceptionnellement, dans certaines cavités du sud de la France, elle se développe sous cette forme-là. En fait, il y a différents stades là qu'on voit. Il y en a des petites et des plus grandes. Quelle est la vitesse de croissance? On le sait d'ailleurs des aragonites? On ne le sait absolument pas. Chaque aragonite a une croissance totalement différente puisqu'elle n'est pas alimentée de la même façon. On a quand même une échelle du temps, un bouquet comme ça. C'est quoi? C'est quelques années, Non. quelques siècles?
On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. C'est génial, c'est un mystère. Oui. Il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment aucune règle. Les règles qu'on donne, même pour les stalactites ou les stalagmites, c'est illusoire. Pour un peu, oui, tu peux te relever. Jean-Pierre, il y a des formations qui ont vraiment des formes très étonnantes. Elles remontent presque en l'air. Oui, ce sont les excentriques ou les hélicites, avec le nom scientifique. C'est une forme de concrétionnement qui serait due à un équilibre de toutes les forces. C'est-à-dire que dans des coins réduits d'une cavité, toutes les forces qui régissent la vie sur Terre s'équilibreraient. La pression atmosphérique, l'humidité, la température. Donc il n'y a plus de préférence. Il n'y a plus de gravité qui attire vers... C'est-à-dire quoi, la goutte d'eau, elle peut presque remonter en l'air? Oui, les gouttes d'eau remontent. Oui. Et la cristallisation peut se faire dans le sens où elle va choisir elle-même. Ce que vous voyez là, très peu de spéléos l'ont vu, à part ceux qui ont eu la chance de venir dans ces quelques grottes du Sud. C'est un vrai privilège quand même d'être là aujourd'hui. C'est pas ouvert au public, il faut le rappeler. C'est un vrai. Le découvreur, l'inventeur Norbert Castery, il avait une jolie formule quand il parlait de spéléologie. Ah oui, And Augusta per Augusta. De grandes choses par de petites voies. Tu as conscience que vous autres, spéléologues, vous voyez quand même des choses que tout le monde ne voit pas? Oui, c'est les choses peut-être les plus splendides qu'il y a sur Terre. Elles ne sont pas dessus, elles sont dessous. Et elles n'existent que si nous on vient. Retour en Aquitaine, dans la grotte de l'Averna. Désireux de partager sa passion, Jean-François, notre guide, propose des expéditions souterraines à la portée de tous. En immersion dans une nuit permanente, je découvre une autre vision de notre planète. Ça y est, on arrive au pied de la cascade là. C'est comme en montagne, à part que c'est sous terre, quoi. Ah, exactement pareil, hein. L'eau, c'est l'élément primordial pour comprendre pourquoi tout ça. Ah oui, de toute façon, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de grotte. Il faut qu'elle soit un peu acide. Et cette acidité va permettre de dissoudre le carbonate, qui est la structure principale des calcaires que l'on a ici à la Pierre Saint-Martin, qui s'appelle d'ailleurs les calcaires des canyons. On sait de quand elle date, cette grande salle? Les scientifiques ont étudié donc, dans la galerie Arandadi, qui est l'ancien lit de la rivière, des remplissages absolument uniques. Et dans ces remplissages, ils ont retrouvé des morceaux de concrétion, donc des stalagmites au sol. Et comme les concrétions, on peut les dater, ils ont pu calculer le moment où l'eau elle a quitté la galerie aval pour rentrer dans le début de la formation de l'Averna, et à peu près 200 000 ans. Hop. On a vu la cascade tout à l'heure, c'est la suite. Exactement, c'est la suite et la fin pour nous. La fin? Et la fin pour les spéléologues, ouais, parce qu'en fait ici, on est vraiment au contact avec deux roches distinctes, hein, les schistes, la roche imperméable et ces fameux calcaires dévoniens qui ont permis la formation de la salle. Et là, à ce contact, l'eau elle continue à s'infiltrer. Au-dessus, c'est recouvert de ces éboulis. Mais beaucoup de gens ignorent que l'eau qui arrive dans les gorges de Caqueta, ça vient du massif de la Pierre Saint-Martin et en l'occurrence de cette rivière-là. Je lève les yeux et tout d'un coup, je revois l'immensité de cette salle qui en fait est très difficile à traduire avec les caméras. Il n'y a pas longtemps, il y a un drôle d'engin qui a volé ici, l'aéroplume, un espèce de ballon volant avec de la lumière. C'était étonnant de se dire qu'on peut voler sous terre. Eh bien, en fait, c'était un rêve de Jean-Pierre David, qui est le concepteur de ce dirigeable un peu à dimension humaine. Ça fait quand même 10 mètres de long et plus de 4,50 mètres de large. Quand on le voit à côté de nous et quand on le voit qui va s'éloigner dans la salle, alors là, on prend la mesure ou la démesure de la salle. Là, on est hors du temps et on a juste envie à un moment de se poser et de profiter encore de ce trésor, hein, qui n'est pas accessible à tout le monde. Ouais, mais rien que
cet éclairage, voilà, le bruit de la petite cascade. Voilà, on pouvait y rester des heures. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, on aurait un peu froid quand même. Merci Mais, en tout cas, parce que c'est de bien m'avoir sympa. fait découvrir ça, c'est un beau souvenir. C'est un grand plaisir. Un grand plaisir. À quand remonte ce goût de l'aventure souterraine? Quels ont été les premiers hommes à oser s'aventurer dans les abîmes? Une partie de la réponse se trouve dans les entrailles du Causse de la région de Minerve en Languedoc. En compagnie de Philippe Galland, spéléologue et archéologue, nous longeons l'un des plateaux calcaires entaillés par le canyon d'une rivière, la Cesse. Direction la grotte d'Alden, 10 km de galerie sur 4 niveaux. On protège nos trésors ici. Tu rentres, tu enlèves le sac et tu te laisses glisser très doucement. Tu verras, le passage n'est pas large. Et confiance, c'est ça? Voilà. Ah oui, c'est pas large, effectivement. Derrière cette trappe verrouillée, un réseau interdit à l'exploration, car protégé. Et pour cause, il abrite ce que les préhistoriens appellent le trésor d'Alden. Des témoignages d'exploration humaine datant de la préhistoire. Premiers indices, des traces de charbon frottées sur les roches. Elles servaient de marquage pour retrouver le chemin. Une torche préhistorique, c'est ça. C'est un fagot de baguettes de bois, donc on appelle ça des brandons, qui sont associés entre elles avec des liens naturels. Et en fait, en brûlant, ça produit de la lumière. Alors il y a plusieurs secrets. Le premier secret, c'est le bois utilisé. C'est un bois à essence, c'est du genévrier qu'on trouvait à cette époque-là, fréquemment dans la région. Donc ça, c'est une torche qui a servi, donc elle est usée. Alors si par malheur, tu le tombes par terre et que ça s'éteint, tu pourrais te dire, je suis mort. Mais non, parce qu'on voit le bout des brandons qui sont rouges, donc ça te permet de le ramasser. Tu le secoues 2 ou 3 fois et ça redémarre. Ensuite, quand tu as un obstacle, tu le poses et tu franchis ton obstacle et tu récupères ta lumière. Mais tu as une autonomie de combien avec ça? Ça représente 1/2 d'éclairage. Est-ce qu'on peut dire que ces hommes, à cette époque lointaine, c'était déjà des spéléologues? C'était des spéléologues parce qu'on a montré également que ces torches-là étaient préparées avant. C'est des bois séchés. Donc ils coupaient le bois, ils le faisaient sécher en prévision d'une utilisation postérieure. Et à partir de là, ça s'appelle de la gestion d'éclairage. La volonté d'aller sous terre, c'est de la spéléologie vraiment très ancienne. Je ne peux m'empêcher de me poser des questions sur ces hommes qui nous ont précédés ici. Étaient-ils si différents de nous? La réponse se trouve en partie dans le fameux trésor que nous approchons enfin. C'est la première fois qu'il est filmé. L'espace-temps, soudain, bascule. Voilà Eric, ce que je voulais te montrer, c'est une empreinte de pas dans l'argile, une empreinte de pas préhistorique qui a 10 000 ans. Il y a une trace devant là. Donc, il y en a une autre trace devant, qui a été recoupée par celle que je viens de te montrer. Et si tu regardes bien, quand on regarde l'ensemble du sol par terre, en fait, tu as des traces de pas partout. On en a inventorié 300 sur les 30 mètres de cette galerie. 300 empreintes de pas. Ah, c'est juste... Donc, ta vue va s'habituer, tu vas les voir tout apparaître petit à petit. Mais tu en as ici, là. Oh, c'est génial, là je revois. Moi, ça me fait quelque chose. Franchement, hein, c'est émouvant. C'est les doigts de pied. Je sais pas pourquoi ça me parle plus. Mais Ceux-là sont très fins. En plus. On imagine là tout d'un coup la pression, le pied qui s'enfonce. Et puis on comprend qu'ils sont pieds nus à cet endroit-là. Il y a beaucoup de traces d'enfants, de jeunes jusqu'à l'adolescence. Très peu de traces adultes. Il devait y avoir quelques femmes. Et des hommes adultes, il y en a 1 ou 2. Ici, on a une famille qui a visité cette grotte il y a 10 000 ans. Ils sont passés dans un sens, ils ont laissé des empreintes. Demi-heure, 1 heure après, ils ont dû passer dans l'autre sens. Donc ils ont repiétiné leurs premières empreintes. Ils sont sortis de la grotte et aujourd'hui, par terre, on a 7 instants de leur passage aller-retour.
Retour à Saint-Angras, au Pays Basque, pour une ultime découverte avec des héritiers de nos ancêtres aventuriers souterrains. Un groupe de spéléologues de la région m'a donné un étrange rendez-vous dans les impressionnantes gorges de Caqueta. Un sillon profond de 350 mètres, creusé dans la montagne. Le canyon, jadis utilisé par les contrebandiers, a été aménagé pour être emprunté en toute sécurité. Après 1 heure de marche, j'arrive au point de rencontre, l'impressionnante cascade de 20 mètres de haut. Brice, dis-moi d'où tu arrives, quelle rencontre improbable. Ah, mais j'arrive de la grotte de la Cascade. C'est tout simplement une grotte qui a été explorée dans les années 30. Et puis depuis, on reprend les explorations pour essayer toujours d'aller plus loin, parce que l'exploration, c'est le sens même de la spéléologie, la découverte. Alors, explique-moi, parce que je te vois sortir, mais ça signifie que tu es rentré à l'intérieur de la montagne? Voilà, exactement. On remonte la corde, là, le long de la cascade. Et après, on fait des explorations, on remonte la rivière, en fait. Et on essaie de savoir d'où vient cette rivière. Il y a une première cascade de 3 mètres qui est assez aquatique à passer. Et juste derrière, il y a un petit siphon de 3 mètres qu'il faut passer en apnée. Mais donc, la première fois on arrive devant ce siphon, comment on sait que tu peux le passer en apnée? Avec les éclairages, on met la tête sous l'eau et on voit qu'effectivement, 2-3 mètres derrière, 4 mètres, on voit que ça sort. Donc c'est un siphon qui est pas du tout dangereux. Ça fait 2 mètres de diamètre, il n'y a aucun risque. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'y aller comme ça en apnée. Dans tout ce massif qu'il y a autour de nous, est-ce que vous avez une idée du nombre de kilomètres qu'il y a sous terre, avec ou sans rivière d'ailleurs? À la Pierre Saint-Martin, on est allé à 440 km de topographié. Wow. Les premières explorations spéléo au niveau de la Pierre Saint-Martin, c'est Martel qui les a commencées au début du XXe siècle en remontant les gorges de Caqueta. C'est-à-dire que tu es en train d'explorer aussi un morceau du patrimoine de l'histoire de la spéléologie. Oui, c'est ça, oui. Il y a des réseaux ici, dans les gorges de Caqueta, où on trouve les traces des premiers explorateurs. On trouve les traces de Martel ou de ceux qui sont passés derrière, parce que depuis, il n'y a personne qui est allé. Et on se demande comment ils ont fait, parce qu'eux, à l'époque, ils étaient en pantalon en velours, le chapeau et la bougie. Et on se demande comment ils ont fait pour venir jusque-là. Bon, on va regarder Mathieu qui descend à son tour. Ce lieu d'exploration, il est dans un cadre absolument incroyable. Ces gorges de Caqueta, on se croit au bout du monde, quoi. Ah, exactement, oui. Et encore, la partie aménagée s'arrête, mais les gorges, elles font 3 km de long. C'est pas le bout du monde, mais ça y ressemble. Et puis cette végétation luxuriante toute l'année, la mousse, tout ça, c'est vraiment particulier. Comment t'as attrapé le virus de la spéléologie, toi? J'ai commencé, j'avais une mère un peu particulière et à 4 ans déjà, elle m'a mené sous terre. Oh. Elle n'était pas spéléologue, hein. Mais 4 ans. à 4 ans, je faisais un bivouac à l'entrée d'une grotte avec ma mère, mes frères. Et puis après, à 14 ans ou 13 ans, j'ai trouvé un club de spéléo. Et puis le virus est revenu. Et puis alors, depuis l'âge de 13-14 ans... Tu trouves quoi quand tu pars avec tes copains comme ça, sous terre? Ça fait peur à tellement de monde, les abîmes, les gouffres. On sent que toi, tu prends du plaisir et peut-être plus. Il y a des paysages fantastiques sous terre qu'on ne voit pas, qu'on voit nulle part ailleurs. Et puis après, il y a la découverte, l'exploration. C'est l'essence même de la spéléologie. C'est-à-dire qu'on va dans des endroits où personne n'est allé. Et ça, peut-être à 100 mètres de la voiture. C'est pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète ou d'aller à 1000 mètres de profondeur. On découvre des choses. Et puis, par exemple, ici, il y a un réseau qu'on a exploré depuis quelques années, depuis 20 ans, au-dessus. Avant, il était connu sur 150 mètres. Et depuis qu'on a repris les explorations, ça fait 60 km de galerie. Voilà, et à chaque tournant, on se dit sur quoi on va tomber. Bon, ici, il n'y a pas de peinture rupestre,
Mais il y a des concrétions, il y a des rivières, il y a des formes géologiques, il y a toujours quelque chose qui fait rêver, quoi.